Beaucoup de questions sur les transferts de patients. Oui, une centaine prévus cette semaine d'Île-de-France saturés vers des hôpitaux de l'Ouest et du Sud-Ouest. Alors, question de Françoise, pourquoi ces transferts extrêmement coûteux s'il reste des places dans des cliniques privées d'Île-de-France? Bonjour Lamine Garbi, merci d'être avec nous. Vous êtes justement le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Des places, est-ce qu'il en reste encore en Île-de-France ? Heureusement, je dirais, il reste une centaine de places avant que l'on soit saturé pour cette crise Covid de réanimation. Donc une centaine de places, ça fait 3-4 jours d'avance. Donc c'est pour cela, que ces transferts sont non seulement nécessaires, mais sont très importants parce qu'on doit délester l'Île-de-France et surtout on doit faire en sorte que l'on puisse continuer à accueillir les patients en réanimation parce que vous l'avez vu, pour muter et transférer un patient, ça ne se fait pas facilement. D'une part, il faut l'accord des familles et on sent par rapport à la première vague qu'il y a des réticences aujourd'hui. Les familles sont réticentes à ce qu'il y ait des transferts. Donc il faut l'accord des familles, il faut préparer et donc voilà, ça prend du temps et on anticipe. Et puis surtout, ça permet un petit peu aux équipes soignantes de souffler et de prendre aussi soin des patients qui sont en réanimation. Plus de 1100 patients sont en réanimation Covid actuellement en Île-de-France. Ce que vous nous dites, c'est que le privé est lui aussi au bord de la saturation. On parle de déprogrammer les opérations dans le privé. On est à 60%. Vous aussi, c'est ce chiffre, c'est de cet ordre-là ? Oui, nous avons eu l'injonction ou l'ordre de déprogrammer, quel que soit le secteur public, privé, associatif. C'était déjà lundi dernier, 40% de nos interventions chirurgicales. Il faut le dire. Et il faut aussi rassurer nos concitoyens parce qu'on ne prend pas les 40 premiers patients d'une liste opératoire du jour. Bien évidemment, ce sont des patients qui sont vus avec un médecin, un spécialiste, et l'anesthésiste est bien sûr mis dans la boucle de réflexion. Et il y a, je dirais, une déprogrammation pour libérer de la place et surtout faire en sorte que nos soignants puissent se mobiliser dans les secteurs dits de réanimation ou de soins intensifs. Donc oui, c'est l'ensemble des secteurs qui sont mobilisés depuis une semaine. Nous prenons en charge aujourd'hui, et il faut le rappeler, 25% des patients en réanimation dans l'Île-de-France. Donc le secteur privé contribue à sa mesure de manière importante, parce que si nous n'étions pas là, ça rajouterait de la difficulté, 25%. Et nous allons monter à 30% dans les prochains jours. Je voulais partager aussi avec vous le témoignage de Valérie. Elle nous dit « Ma mère est entrée à l'hôpital, un hôpital privé du 94, il y a 3 semaines pour de graves problèmes rénaux. Elle a été sauvée, mais nous venons d'apprendre qu'elle avait contracté le Covid. Comment peut-on mettre une personne de 82 ans dans son état dans un service Covid ?» Je pense que c'est important là que vous expliquiez. Il n'y a pas une stricte séparation entre services ? Si, bien sûr, c'est compliqué de s'expliquer sur un cas médical sans le connaître. Peut-être que cette patiente l'avait déjà en rentrant, on ne sait pas. Donc là-dessus, je peux pas... Elle est restée 3 semaines a priori à l'hôpital. Oui, donc ça veut dire qu'elle l'a eu pendant ces 3 semaines. Normalement, et c'est le cas, toutes les mesures d'isolement sont prises. Toutes les mesures de précaution sanitaire sont prises. Et pour toute la chirurgie qui est, je dirais, réglée, il y a des tests Covid qui sont obligatoires et qui sont demandés. Donc voilà, c'est compliqué pour moi de vous répondre sur ce cas présent. Par contre, je puis vous assurer qu'il y a un circuit Covid, bien évidemment, que les malades ne sont pas mis en commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre double, c'est en chambre d'isolement. Par contre, voilà, si malheureusement il y a eu peut-être une contamination, c'est compliqué de se positionner, mais ça peut arriver effectivement. Mais heureusement, ce n'est pas le cas général, sinon vous imaginez, nos hôpitaux et nos cliniques seraient des clusters et ce serait la fin du système de santé. Donc non. Heureusement, il y a des précautions qui sont prises. Nos soignants font très attention. Les visites sont interdites, vous le savez. Donc voilà, il faut aussi la rassurer et pas se baser sur un cas douloureux. Je l'entends parce que, comme on dit toujours, la statistique, on dit il y a 2-3%, mais quand ça tombe sur vous, ça fait 100%. Donc effectivement, la statistique, il ne faut pas trop l'utiliser. Donc je suis désolé pour cette patiente, mais je dois rassurer nos concitoyens, tant dans le privé que dans le public, évidemment. Il y a des efforts qui sont faits d'asepsie, d'isolement et de protocole. Merci beaucoup Lamine Garbi d'avoir été en direct sur BFM TV. Question maintenant sur les autotests annoncés par Jérôme Salomon. Oui, Gilles qui voudrait savoir à quoi vont ressembler ces fameux tests.
Comment fonctionneront-ils? Alors, Jérôme Salomon, effectivement, a promis hier sur BFM des autotests en pharmacie et peut-être même en supermarché. L'idée, dit-il, c'est que ce soit facile et que ce soit pour les familles. Alors, le problème, c'est que ces tests, pour l'instant, ils ne sont pas encore autorisés en France. Il faut que la Haute Autorité de Santé valide leur efficacité, définisse aussi les conditions d'utilisation. Alors, comment ça fonctionne? C'est un test antigénique, comme ceux qu'on fait aujourd'hui dans les laboratoires, comme ceux qu'on